Bien, merci de m'avoir invité à cette session dans un amphi gigantesque. La SRLS est très bien. J'ai vu maintenant, il y a un baby-foot, il y a du massage. C'est vraiment extraordinaire. Vous avez vu ça, on n'arrête pas le progrès. On va parler de choses plus sérieuses. On va parler des pneumonies communautaires. Vous allez voir qu'il y a, pour moi, beaucoup de choses très classiques, pas beaucoup de nouveautés et des controverses, mais qui ont tendance à durer et pas vraiment trouver de réponse, ce qui est un peu, je trouve, lassant. Je vous rappelle que les infections respiratoires, c'est toujours la 4e cause en fréquence de maladies infectieuses dans le monde. C'est quand même très important. Ça tue environ 4 millions de personnes par an dans le monde. Il y a des choses acquises dans ce domaine qu'on va voir rapidement, qui sont les pathogènes rencontrés au cours des pneumonies communautaires sévères en réanimation sont connus. Ce sont toujours à peu près les mêmes. En premier lieu, vous le savez, le pneumocoque, qui est toujours la première cause en termes de fréquence et en cause de décès dans les pays développés au cours des pneumonies aiguës communautaires sévères en réanimation. Est-ce qu'on peut prédire ce pathogène? Beaucoup de papiers ont été publiés, tel tableau clinique, tel tableau biologique, telle radio vous dit ça c'est peut-être du pneumocoque, c'est de la légionnelle, c'est autre chose. Tout ça est totalement faux au niveau des méta-analyses. Rien ne peut prédire un pathogène. Et il faut donc couvrir entre guillemets, ce terme n'est peut-être pas très beau en médecine, à la fois le pneumocoque et à la fois l'autre pathogène qui peut être grave, la légionnelle. Par exemple, ces deux radios, pour vous, sont les mêmes. Alors je ne sais pas, à droite, c'est une légionnelle, à gauche, c'est un pneumocoque. Et vous ne voyez aucune différence. Et ça, qu'est-ce que c'est? Klebsiella pneumoniae, responsable d'une pneumonie sévère, communautaire. Et ça, c'est une pneumonie tuberculeuse qu'on a eu il n'y a pas très longtemps dans le service, qui a été intubée, ventilée et guérie. L'autre chose acquise que vous devez, je pense, connaître, c'est la résistance, ou tout au moins ce qu'on a appelé la diminution de sensibilité du pneumocoque aux bêta-lactamines. Ça a beaucoup, on va dire, passionné ou intéressé les microbiologistes pendant au moins 10 ans, essentiellement dans les années 80-90, puisque effectivement, vous voyez que la courbe n'a pas cessé de monter pour aboutir à 48% de pneumocoque de sensibilité diminuée. Et puis ensuite, cette courbe s'est totalement inversée, essentiellement du fait de certaines interventions majeures, le plan antibiotique, le Prevnar 7 chez les enfants, et le Prevnar 13 qui commence à être introduit aussi chez les enfants de notre pays. Ce qui est intéressant, ce n'est pas la sensibilité diminuée, ce serait possiblement la résistance du pneumocoque à l'amoxicilline, à la pénicilline ou au céfotaxime. Vous voyez les chiffres qui nous intéressent. Bactériémie d'adulte, pneumonie, infection respiratoire de l'adulte. Vous voyez les chiffres sont tous à moins de 1%. Donc ce n'est pas un problème. La résistance précise, résistance est totalement faible, et toujours maintenant faible chez l'adulte dans ce cadre pathologique. Donc on peut très bien traiter une pneumonie à pneumocoque par de l'amoxicilline. L'autre point acquis, depuis plusieurs années, quand sont sorties les nouvelles quinolones antipneumococciques, lévofloxacine, Tavanic, on s'est posé la question, est-ce qu'elles peuvent remplacer une bithérapie antibiotique? La réponse est non, il n'y a pas beaucoup d'études. Il y a une étude qu'on avait faite avec Olivier Leroy et Pierre Saut il y a quelques années, comparaison de la lévoflo versus 2 antibiotiques, on va dire une association lourde, Oflo, Claforant. Aucune non-infériorité n'avait été démontrée pour les patients avec ventilation mécanique, ce qui fait qu'il n'était pas possible de conclure à même une équivalence entre une quinolone antipneumococcique seule versus cette bithérapie. Donc non, on ne peut pas mettre une monothérapie quinolone antipneumococcique dans ce cadre pathologique. Un point important qui va sans doute faire un jour peut-être disparaître les infections à pneumocoque sévère, c'est la vaccination. Vous connaissez tous le Prevnar 7 chez les enfants, moins de 2 ans. Le Prevnar 13 est en train d'arriver avec des indications chez l'adulte. Il existe déjà chez l'enfant, il va arriver chez l'adulte. Et vous voyez aux États-Unis ce papier assez fantastique qui date des années 2005. Le vaccin Prevnar 7 introduit aux États-Unis a fait bien sûr diminuer toutes les infections invasives chez les enfants. Mais vous avez ici les courbes chez les adultes. Et vous voyez que dans la population la plus touchée par les infections à pneumocoque, les plus de 65 ans, regardez, la courbe est fantastiquement décroissante. Et donc, la vaccination des enfants, par le biais d'une immunité dite de troupeau,
a fait diminuer la fréquence d'infection chez les adultes, les personnes âgées, de manière totalement indirecte. Quelles nouveautés? Alors, on va essayer de parler un peu en termes épidémiologiques et surtout, est-ce qu'il y a des nouveautés en termes de mortalité? Est-ce qu'on meurt moins de pneumonie à pneumocoque en réa? Et est-ce que les facteurs de risque de mortalité ont diminué? Vous allez voir que certaines choses ont évolué. Une étude de l'hôpital Cochin, la réa de Cochin, c'est une étude qui a regardé de façon rétrospective 2 cohortes multicentriques qui étaient recueillies prospectivement, 222 pneumonies à pneumocoque sévères, toutes documentées à pneumocoque, 45% d'hémocultures positives. L'hémoculture positive dans la pneumonie à pneumocoque, c'est quasiment 1 fois sur 2. Une majorité d'hommes. Les pneumonies, les infections, vous le savez, sont souvent plus fréquentes chez les hommes que chez les femmes. 76% de choc septique, 45% de SDRA, donc des malades lourds, graves. À l'époque, il y avait un petit peu de protéine C qui avait été fait chez ces patients, et puis un petit peu, et encore, des doses faibles de corticoïdes. L'association, on discutera de ça tout à l'heure, avec des macrolides était faite dans 73% des cas. Il y a un point important aussi. On dit toujours la bactériémie, avoir des hémocultures positives, c'est grave, c'est grave. Le malade va mourir. Eh bien, pas du tout. Avoir une hémoculture positive ne change rien. D'abord, elle ne change pas du tout dans sa survenue. Vous voyez que les patients avec bactériémie ou sans bactériémie sont tous de la même façon choqués, ventilés, SDRA, ont des défaillances rénales ou ont besoin de dialyse. Aucune différence. Ils sont autant en défaillance multiviscérale. L'hémoculture ne change rien. Et surtout, elle ne change rien sur la mortalité. Vous voyez qu'elle est strictement identique. Elle est élevée. 28% de décès de ces pneumonies de réa à pneumocoque. Les facteurs de risque de mortalité dans cette étude, vous avez vu, ce sont que des patients très graves. Donc, en gros, les paramètres de mortalité grave, quand on compare morts et pas morts, ils sont tous graves à l'entrée. Donc, on élimine beaucoup de choses. Et on ne retrouve que le fait d'être un homme, que le fait d'être âgé et que le fait d'avoir besoin d'une dialyse, d'une épuration extra-rénale. Ce sont les seuls facteurs de décès qui sortent en multivarié. Tous les autres que vous voyez là, tous les autres que vous voyez ici, à droite, classiques, hein, plus on est grave, plus on a le choc, tout ça ne sort pas. Ne sort pas parce que les malades sont déjà très graves. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a une saisonnalité dans les pneumonies à pneumocoque de réa. Vous voyez, vous y avez les 12 mois de l'année. Bien sûr, il y en a moins pendant les périodes chaudes, si tant est qu'il puisse faire chaud dans notre pays. Et vous voyez aussi que la mortalité n'est pas du tout influencée par cette saisonnalité. Et la mortalité, vous l'avez bien vu, elle est élevée, 28%, c'est beaucoup. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les hommes meurent plus que les femmes. Ce n'est pas forcément pour des raisons de comorbidité, de mode de vie ou de prise en charge. C'est essentiellement parce que comme je vous l'ai mis là, leurs caractéristiques de réponse inflammatoire, de réponse procoagulante ou anticoagulante, ou au niveau de la fibrinolyse, sont défavorables. Défavorables. Et dans toutes les séries, les pneumonies à pneumocoque meurent plus quand on est un homme. Une deuxième étude très récente qui est online dans Chest, un papier espagnol, c'est que les Espagnols donnent beaucoup dans ce domaine de travail, qui va montrer une diminution de la mortalité. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris leurs 2 cohortes européennes classiques, Capucci 1 et Capucci 2, une période 2000-2002, donc il y a, on va dire, 10 ans, et la période actuelle, plus récente, 2008-2013. Et ils ont comparé 80 pneumonies à pneumocoque dans ces 2 périodes, qui sont appariées sur les paramètres que je vous ai mis en vert, donc qui sont appariés sur l'âge, la présence d'une bronchite chronique, l'immunosuppression, le choc à l'admission et la ventilation mécanique. Vous voyez que 60% de ces malades sont choqués. Donc on est vraiment dans des patients, c'est dans le titre, des patients de réanimation sévère. Vous voyez que les bactériémies sont strictement identiques entre ces patients historiques, première période, et les patients récents, 40% quasiment d'hémoculture positive. Vous voyez qu'il y a dans les patients actuels peut-être un peu plus d'insuffisance rénale, limite 0,06. Aucune différence de comorbidité dans le temps entre ces 2 groupes. Là aussi, la bactériémie, c'est pour enfoncer le clou, vous voyez que la bactériémie, ça ne change rien en termes de mortalité, 25% de décès dans les 2 groupes, et vous voyez que ça ne change rien quasiment dans tout le reste, sauf peut-être les chocs. Il y a peut-être un peu plus de chocs dans les bactériémies, mais c'est du 0,05. Pour ceux qui aiment les statistiques, c'est vraiment extrêmement limite. Donc l'hémoculture ne change rien. Ce qui est intéressant dans ce papier, c'est la mortalité. Dans une période séparée, on va dire, de 10 ans,
eh ben, les choses sont mieux faites. Ça nous rassure qu'on progresse un peu dans les choses bien faites. Vous allez voir que les choses bien faites, c'est du trivial, je dirais. Ce n'est pas des choses compliquées. Vous voyez que la mortalité globale a perdu 15%. Elle est passée de 32 à 17. C'est vrai aussi chez les ventilés, moins 20%, et chez les choqués, moins 25%. Donc il y a un réel progrès, c'est des chiffres énormes de diminution de mortalité. Quels étaient les facteurs de risque de mortalité en multivarié? Le fait d'être ventilé, ok. Et vous voyez, le reste ne sort pas. Là aussi, on a affaire à des malades tous graves, et ceux qui meurent, eh ben, ce n'est pas ceux qui ont plus d'insuffisance rénale, d'images radio-extensives, de choc. C'est essentiellement ceux qui ont des antibiotiques trop tardivement, au-delà de 3 heures. Ils ne sont pas tous choqués, ces patients. Ils ont des pneumonies à pneumocoque sévère. Antibiotiques plus de 3 heures, c'est un facteur de mortalité. Et ils ont surtout tous une association d'antibiotiques qui les protège. Je vous remontre une diapo que je vous ai sautée avant, qui est celle-ci. Qu'est-ce qui a changé? C'est le fait d'avoir beaucoup plus d'associations d'antibiotiques par rapport aux 10 ans passés. Vous voyez, les associations d'antibiotiques et l'antibiothérapie dans les 3 heures, c'est ça. 60-87% en ont. Tout ça est largement significatif. Et les associations privilégiées en Espagne, c'est une C3G antipneumococcique et l'azitro, qui est significativement beaucoup plus fréquente dans la période récente, ou une C3G et la lévoflo, qui est là aussi beaucoup plus fréquente. Voilà les 2 raisons principales à la diminution de la mortalité. Donc c'est simplement de la bonne pratique. On sait tous qu'il faut faire des bithérapies. D'abord, il faut les faire, ce n'était pas toujours fait, et puis il faut les faire tôt, vite. Je vous rappelle, le choc septique, c'est 1 heure, là c'est 3 heures. Une autre question, c'est le fond génétique de l'hôte et la bactérie, est-ce que ça influence la mortalité? On en est tous convaincus, ce n'est pas moi qui vais rappeler tous les travaux et les topos qu'a fait Jean-Paul Mirat. On sait qu'il y a des différences de réponse inflammatoire, on sait qu'on est tous différents en termes de mortalité. La bactérie aussi va jouer un rôle. Bien sûr que ce n'est pas le même pneumocoque toujours. Le pneumocoque, c'est ça. Regardez ce très beau papier du New England de Van der Poel et Opal. Il est du Lancet 2009. Il vous dit tout sur le pneumocoque. Vous voyez, le pneumocoque, c'est cette petite bête. C'est pas très grand. Il y a 2000 gènes. En gros, il y a 91 sérotypes. Dans ces 2000 gènes, il est étiqueté environ 300 gènes de virulence. Mais c'est peut-être pas beaucoup, mais c'est très compliqué quand même. On va s'intéresser, et vous allez voir qu'il n'y a pas grand-chose, à qu'est-ce que peut faire l'hôte ou la bactérie dans la mortalité. Un papier récent de Thorax, des Suédois, qui ont repris 1580 packs bactériémiques, 288 sont en réa. La mortalité, elle est comme d'habitude, on va dire 20%. Les facteurs globaux de mortalité dans cette population globale, c'est l'âge, plus de 65 ans, les comorbidités, mais là on prend des patients globaux, ce ne sont pas donc que les patients de réa, et puis certains sérotypes, on va le revoir, certains sérotypes sont plus tueurs que d'autres, le 3, le 6, A, 6B9N, 19A, 23F. 24% de décès quand on a un sérotype de ce type, 7% pour les autres sérotypes. Donc à l'évidence, après ajustement sur l'âge, les comorbidités et le sexe, qui sont, vous le savez, des paramètres très importants dans la mortalité, donc on ajuste avec ça, le sérotype est un facteur de mortalité. Tous les pneumocoques ne sont pas égaux en termes de capacité à vous tuer. L'étude streptogène, vous en avez sûrement entendu parler, puisque 54 réanimations ont participé à cette étude qui est en train d'être dépouillée. C'est 614 pneumonies à pneumocoque, des patients depuis 18 ans. La caractéristique, c'est que ces patients n'ont pas de facteur d'immunodépression. On a cherché à comprendre est-ce que l'hôte tue, est-ce que la bactérie tue, est-ce que le mixing des deux va tuer. On n'a pas encore la réponse à ça, l'analyse statistique est compliquée, mais on a quelques idées déjà. Simplement, cette population, c'est quoi? C'est comme d'habitude des hommes, 60%. Ils sont très choqués, 45%, c'est les pneumonies de réa. Ils ont une pneumonie bilatérale, 40%. Ils ont une hémoculture quasiment 1 fois sur 2. Un petit point important, l'antigénurie qu'on avait accepté comme terme diagnostique, 28% est seulement positive. Alors on peut critiquer ça. On pense tous que ce sont des véritables pneumonies à pneumocoque et pas des faux positifs. En termes de résistance au pneumocoque, une diapo rapide, il y avait une souche à Moxaire. Une souche à Moxaire. Les 600 patients et quelques n'ont pas tous eu de prélèvement, puisque vous l'avez bien compris, il y avait des diagnostics par seulement antigènes, et parmi ceux qui avaient une souche prélevée, une seule souche résistante. On l'a déjà dit, la résistance, c'est terminé, ce n'est pas un problème. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a vu cette résistance ou cette diminution de sensibilité diminuer pendant les 3 ans d'études. Regardez ces courbes, Penny, Amox, Cefotaxime.
Ça a diminué, ça continue de diminuer de façon constante, cette diminution de sensibilité. C'est très bien. D'habitude, les résistances, ça monte, mais là, ça descend. Sur 338 souches documentées. Les sérotypes, pour revenir à nos sérotypes, est-ce que dans cette étude de réanimation, les sérotypes ont un rôle dans la mortalité? Ben oui, il y a 5 sérotypes qui prédominent, qui représentent 67% de ces cas. Le 1, le 3, le 7F, le 12F et le 19A. Ils sont dans ce paquet-là. Ce paquet-là est isolé parce que c'est le reflet des sérotypes contenus dans le Prevnar 13. Et vous voyez que le Prevnar 13 couvre, entre guillemets, prend en compte 70%, on va dire, des sérotypes retrouvés dans ces pneumonias pneumocoques de réanimation. C'est très important, je pense, pour l'avenir de prévention. L'évolution de cette population de réa, là aussi, comme d'habitude, si je puis dire, 20% de décès. On n'arrive pas à décrocher de 20%. 37% précocement entre J1 et J5. Les facteurs prédictifs de mortalité. Je vous ai dit, l'analyse n'est pas finie, on n'a pas vraiment étudié les sérotypes, ce n'est pas simple. Et puis surtout, l'interaction entre des sérotypes et les paramètres génétiques de l'autre qu'on va voir. Vous voyez, on retrouve des choses assez classiques. L'âge, ça tue. Le MACCAB, ça tue. Le classe 5 du FINE, le SOFA, les blancs, la leucopénie, des lactates élevés, une radiologie très extensive et bien sûr le retard diagnostic, le retard aux antibiotiques de plus de 6 heures. Donc voilà, cette multivariée nous sort des choses qui ne sont pas très, très originales. Les sérotypes, de façon brute, sans ajustement, sans appariement. On le sait tous depuis longtemps, le sérotype 3, ça tue de façon importante, c'est sûrement le plus tueur des pneumocoques. 24% de décès sur 79 sérotype 3. Donc ça amène en réa et ça tue. Vous voyez les autres sérotypes, le 19A semble être un tueur aussi, 22%. Je vous ai mis que les sérotypes, on va dire, où il y a au moins 10 souches isolées, et le 6C, 50% sur seulement 10 souches. Donc il sent bien qu'il y a aussi un lien entre la mortalité et le fait d'avoir certains sérotypes de pneumocoque en réanimation. Mais il faudra ajuster à d'autres choses, à l'âge, au sexe. On a vu que ça influence aussi la mortalité. Donc ça, ce n'est que du brut. Le polymorphisme génétique. On a regardé ça de façon brute. Je ne vous passe pas tous les polymorphismes qu'on a regardés. Les deux qui sortent rapidement en analyse initiale, c'est le TNF2 et le PAI-1. Vous voyez que le TNF2 est associé à la mortalité des patients en choc septique et à la mortalité des patients bactériémiques. En revanche, le PAI-1 est associé à la mortalité uniquement des patients en choc septique. On a commencé à regarder les sérotypes dits tueurs et les malades qui sont plus ou moins porteurs de ces polymorphismes génétiques. Qui fait quoi? Il semble, rapidement, je vous le dis, on n'a pas fait d'analyse complète, qu'il faut en gros avoir les deux. Quand on a le mauvais sérotype et le mauvais polymorphisme, on meurt beaucoup. Du style, je vous dis ça, 40%. Donc il y a sûrement, bien sûr, une influence des deux. Comment diminuer cette mortalité? 17 à 28%, c'est beaucoup trop. On a a priori tous les antibiotiques, ce n'est pas le problème, et pourtant on meurt. Et pourtant, je vous ai dit que la prise en charge était meilleure, les médecins sont meilleurs. Hein, ils voient les malades plus tôt, ils ventilent mieux, ils remplissent mieux, ils font tout mieux. Et pourtant on meurt. La grande question, qui est un débat éternel qui n'est pas résolu, je ne suis pas sûr qu'il le sera un jour, c'est macrolide ou quinolone dans la fameuse association initiale avec une bêta-lactamine, qui est généralement une C3G antipneumocoxique. Il y a plein d'études, il y en a au moins 10, qui vous disent, comme je vous ai mis dans ce rectangle rouge, que la diminution de la mortalité est constante dans ces études quand on prend un macrolide associé à une bêta-lactamine. Vous ne voyez que des lowers. Et certains éditoriaux de gens renommés ont dit « Est-ce que les macrolides ne sont pas obligatoires ?» Quand on regarde une vieille diapo des années 60, on voit que la mortalité, elle est souvent très précoce. Et vous voyez surtout qu'elle est non seulement précoce, dans les 5 premiers jours, après on ne meurt plus, quand on est traité par pénicilline ou autre chose. Donc en gros, la mortalité semble assez indépendante des antibiotiques et précoce. Quand on regarde une de ces études d'association, bêta-lactamine seule, bêta-lactamine plus quelque chose, on a appris que dans cette étude, que les malades graves, 47 malades graves en monothérapie, 47 en combinaison. Vous voyez cette courbe, elle est miraculeusement belle, elle est quasiment impossible. D'abord, dans les monothérapies, il y a 50% de morts. Moi, je veux bien que les malades meurent à 50% avec une pneumonie sévère de réa, mais il y a un petit couac. Il y a un couac de prise en charge, ce n'est pas possible. Je vous ai dit, c'est dans les 20-25%. Donc, il y a un problème avec la monothérapie et la prise en charge. Et la bithérapie, on ne meurt en gros qu'à, vous voyez, on va dire 20%. Donc, il y a un petit souci quand même. Et puis, c'est vrai que c'est intéressant de voir, c'est que la mortalité précoce, comme je vous ai dit tout à l'heure, qui est très importante, semble diminuer par cette association.
Ce qui est bizarre, c'est que dans cette association, il n'y a que 14 macrolides sur les 47 patients qui ont une association. 14 sur 47. Donc l'association haute, c'est avec une quinolone, un aminoside, un peu de tout. Donc on ne peut pas vraiment conclure que sur les aminosides. On peut conclure, comme on l'a dit déjà, qu'une bithérapie fait mieux. Une méta-analyse que vous trouvez dans Critical Care vous dit que les méta-analyses sont incapables de vous montrer, quand les patients sont ventilés, choqués, un bénéfice de l'association avec un macrolide. Bizarre. Un papier européen qui compare cette fois-ci macrolide ou quinolone avec la bétalactamine. Et vous voyez, quand on regarde les sévères cap, 100 patients, eh ben, il y a un bénéfice net en faveur des macrolides, 26% de morts, 46% avec les quinolones. Bon, il y a beaucoup de biais là-dedans. Là aussi, 40%, 46% de décès, il y a un problème, je trouve. Il y a un peu trop de décès. Un autre papier plus récent qui s'intéresse qu'à des personnes âgées, au moins 74 ans de médiane d'âge, c'est beaucoup. Mortalité, 25%. Regardez la mortalité J30, bétalactamine quinolone, bétalactamine macrolide, 24%, 27%, la même. Bon, autre étude, autre résultat, totalement différent de l'autre, de celui du précédent. Alors, ces études, moi, je pense qu'il y a un vrai problème. Elles sont toutes dans le même sens, mais je pense qu'elles sont toutes à problème. Elles sont d'abord, on va aller très vite, elles sont non randomisées, il n'y a aucun ajustement, ou ils sont très mauvais, les ajustements. Et surtout, donc, la principale critique, ce sont à l'évidence, comme elles ne sont pas randomisées, ce ne sont pas les mêmes patients. Donc, pas les mêmes patients, égale des résultats très difficiles à interpréter. Je vous ai dit, la monothérapie, pas terrible. Le délai de mise en route de la bithérapie, on ne sait pas très bien. Les co-infections, il n'y en a pas vraiment. C'est surtout des virus qu'on a dans les pneumonies, pneumocoques ou autres. La synergie, ça n'existe pas. Et donc, on met toujours en avant ce fameux effet anti-inflammatoire des macrolides, qui existe, il est réel, il est connu, mais dans le cadre de ces maladies-là, est-ce qu'il est vraiment utile, je ne sais pas. Un papier de l'équipe de Outcome Rea pour vous dire très simplement qu'ils ont comparé association ou pas dans les pneumonies de réanimation. Vous voyez qu'il n'y a que 21% de pneumocoques. Et simplement, ce qui a été dit, c'est toujours la même chose. Si vous avez une antibiothérapie adéquate initiale, ben c'est mieux. Si vous avez une antibiothérapie initiale adéquate en monothérapie, ben c'est aussi bien que 2. Hein, ce n'est pas de différence de mortalité entre bétalactamine seule et bétalactamine, macrolide ou quinolone. Mais simplement, il faut que bétalactamine seule soit d'emblée efficace. Un dernier sur 3 dios pour ne pas perturber les chairman dans le timing. Comment améliorer la mortalité? Donc les antibiotiques, ce n'est pas vraiment le problème. Il faut mettre des traitements adjuvants. On n'en a pas trouvé. 2 dias sur les corticoïdes pour vous dire qu'on est toujours au point mort total. Vous voyez, on en est à une dizaine d'études, à 9, 1000 patients. Il n'y en a que 4 dans les pneumonies sévères. Elles sont toutes mauvaises, petits effectifs, très hétérogènes. Les protocoles corticoïdes sont tous différents. Donc en gros, la durée est différente. On ne peut rien en tirer. Simplement, dans les caps sévères, il semble que sur ce genre de méta-analyse de ces études, vous voyez que quand on regarde juste les 4 études caps sévères, il y a quelque chose, on va dire un petit point lumineux en faveur des corticoïdes, d'autant plus qu'ils sont mis plus de 5 jours versus moins de 5 jours. Voilà, take-home message, il y a 2 petites dias, Pierre, elles sont un peu remplies, mais elles vont me prendre 2 minutes. Il y a beaucoup de littérature qui, à mon avis, est pas très novatrice. Simplement, on vous dit qu'un papier d'Olivier Leroy de son équipe de Lille, il faut faire des protocoles de prise en charge clairs. Tout ça pour que les antibiotiques soient vite et bien faits. C'est des choses toujours simples, mais voilà, faites des prises en charge et les respectez. Il y a des papiers sur le triage des patients. On sait très bien qu'un malade mal orienté, ça le pénalise. Donc des papiers récents que je vous ai mis là, avec des scores de sévérité qui ne sont pas le fine ni le cure, mais d'autres, qui ont surtout une valeur prédictive négative. Il faut faire dans les 3 heures d'admission d'une plaque sévère une bithérapie. Les hémocultures, on s'en fiche. Ça ne change rien. Ça ne change pas la prise en charge ni la durée de traitement. La désescalade, il faut la faire et probablement, devant tout pneumocoque, mettre de l'amoxicilline à des doses habituelles jusqu'à des CMI à 2. La durée de traitement, c'est 8 jours maximum. Sans doute, on peut faire moins, avec des biomarqueurs ou sans doute peut-être avec d'autres études. La bithérapie dans les légionelloses, elle est classique, sévère. Il y a un papier récent de Giordirello. OK. Une chose nouvelle que j'ai découvert sur un malade de chez nous, les mycoplasmes résistent aux macrolides. Environ 10% en Europe, jusqu'à 90% dans les pays asiatiques. Moi, je n'avais pas cette notion. Le mycoplasme résiste aux macrolides. Les plaques virales sont très fréquentes en réa, un papier asiatique. On ne sait pas très bien quoi en faire. Et enfin, corticoïdes statines, il faut des études randomisées.
Donc il faut qu'on comprenne des choses physiopathologiques. On n'a pas tout compris. Pour ça qu'on ne progresse plus. On est devant une mortalité incompressible de 20%. C'est beaucoup, 20%. Il faut prévenir les comorbidités, c'est toujours habituel, hein, le diabète, l'alcoolisme, c'est très mauvais pour le pneumocoque. Et puis la vaccination, il y a une étude en cours qui s'appelle CAPITA, qui est Prevnar 13 versus placebo sur au moins 20 000 patients, des grandes études, dont on attend le résultat là, 2014, qui est très importante. Elle va regarder si on prévient les pneumonies à pneumocoque dans le cadre des sérotypes du Prevnar 13. Je pense qu'on peut imaginer un jour voir disparaître ou très diminuer les pneumonies à pneumocoque, comme on a vu disparaître les méningites à hémophilus ou autres. Je vous remercie.